À un mariage de famille, ils m'ont présenté comme la célibataire qui n'est jamais passée à autre chose. J'ai ri poliment. Ils ont gloussé. Mais quand le témoin du marié s'est avancé pour parler, toutes les mâchoires sont tombées. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand c'est arrivé, je sirotais un rosé pétillant. Ma cousine Mara s'est levée dans sa robe de dîner de répétition aux épaules dénudées, faisant teinter son verre comme si elle était la star d'une comédie romantique. « Tout le monde, je voudrais juste vous présenter ma cousine préférée », a-t-elle dit, avec un sourire large et excessivement doux. Voici Saria, notre éternelle romantique, la célibataire qui n'a jamais vraiment tourné la page. Les mots ont eu l'effet d'une gifle déguisée en dentelle. Les gens ont gloussé. Quelques-uns se sont penchés, curieux, comme s'ils s'attendaient à entendre une histoire croustillante. Quelqu'un a même haussé les sourcils avec cet air de « Oh, ça recommence ». J'ai ri aussi, poliment, parce que c'est ce qu'on fait quand sa famille vous charrie comme si cela faisait partie du spectacle. Derrière Mara, son fiancé Caleb a grincé des dents. Je l'ai à peine entrevu, juste un frémissement, mais c'était bien là. Il savait qu'elle avait dépassé les bornes. Ma mère, Jeannette, m'a lancé ce regard, moitié désolée, moitié « Pourquoi n'as-tu pas simplement amené un cavalier comme je te l'avais dit ?» Ma sœur Ivy a glissé sa main sous la table et a serré la mienne. Sa bague de mariage en diamant a éraflé ma peau. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri, hoché la tête et senti chaque regard posé sur moi comme des projecteurs de scène. Puis Caleb s'est raclé la gorge. « Très bien, a-t-il dit, essayant de faire avancer les choses. Gardons le ton léger, les amis. Et maintenant, avant le dessert, mon témoin aimerait dire quelques mots. Les chaises ont bougé, les fourchettes ont cliqueté, l'ambiance a changé. Je me suis retourné, curieuse de savoir de qui il parlait, et c'est là que je l'ai vu. Nikiko Vélan, le témoin, grand, calme, d'une aisance naturelle, portant un costume bleu marine comme s'il avait été taillé sur mesure pour lui. Il s'est avancé depuis le fond de la salle, son verre levé. Le brouhaha s'est estompé, comme si toute la pièce savait instinctivement que quelque chose allait se passer. Et puis il a prononcé mon nom, d'une voix claire. Saria. Toutes les têtes se sont tournées. Toutes les mâchoires sont lentement, silencieusement tombées. À cet instant, je ne savais pas ce qu'il allait dire. Je ne savais pas si j'allais être à nouveau humilié ou si quelque chose de complètement différent se préparait. Tout ce que je savais, c'est que l'atmosphère avait changé. Il me regardait, moi, pas le reste de la salle, pas Mara ou Caleb, moi. Et soudain, je n'étais plus seulement la fille qui n'avait jamais tourné la page. J'étais tout autre chose. Je n'avais pas voulu venir à ce mariage. J'avais dit à ma mère que j'avais un délai à respecter au travail. J'avais dit à Ivy que je sentais un rhume arriver. Je m'étais dit que ce serait trop bizarre, trop tôt, trop tout. Mais la réponse à l'invitation avait été envoyée des mois plus tôt. À l'époque où Ethan et moi étions encore, avant que je ne trouve ce texto sur son téléphone. Avant que 3 ans de projet de vie commune ne se terminent avec moi emballant son sweat à capuche et sa brosse à dents pour les déposer dans un sac en papier sur son Porsche. Alors, non, je ne voulais pas venir, mais je l'ai fait, parce que je suis poli. Parce que Mara fait partie de la famille, et parce que si je ne m'étais pas montré, je savais que je n'en finirais jamais d'en entendre parler. Le mariage avait lieu dans un vignoble du nord de l'État de New York, le genre d'endroit avec des guirlandes lumineuses tendues entre les chênes et une vue si parfaite qu'elle semblait mise en scène. J'ai conduit seul dans ma Honda vieille de 10 ans, écoutant une vieille playlist qu'Ethan avait faite, avant de l'éteindre à mi-chemin en réalisant que ma mâchoire était crispée. Le temps que j'arrive sur le parking, je m'étais déjà répété 3 choses. Souris, ne bois pas trop, pars tôt. À l'intérieur, pour le dîner de répétition, tout était chaleureux et doré. Les bougies vacillaient. Un jazz doux jouait en fond sonore. La pièce bourdonnait de ce genre de conversation qui accompagne les open bars et les robes neuves. Je reconnaissais tout le monde et me sentais invisible à la fois. Ma mère, Jeannette, m'a trouvé immédiatement. Elle m'a fait la bise et a reculé, m'inspectant comme si j'étais une robe qu'elle n'était plus sûre d'aimer. « Tu es bien », a-t-elle dit, en ajustant mon collier même s'il n'en avait pas besoin. « Mais tu n'aurais pas pu porter quelque chose de coloré ? Tu portes toujours du noir. »« C'est du bleu marine. »« Quand même. » Puis ma sœur, Ivy, est arrivée, rayonnante de sa confiance de jeune mariée. Elle m'a serré dans ses bras, sincèrement heureuse, son rouge à lèvres rose laissant une marque parfaite sur ma joue. « Tu es venu ?» a-t-elle murmuré. « Bien sûr que je suis venu. » Elle m'a offert un sourire compatissant.
Le genre de sourire qu'on donne à quelqu'un qu'on pense encore brisé. Je ne l'ai pas corrigé. Laissons-les tous penser ce qu'ils veulent. De l'autre côté de la table, l'oncle Russ m'a interpellé. Saria, tu vis toujours dans ce petit appartement? Toujours à écrire sur les livres au lieu d'en écrire un? Il a ri. Tout le monde a ri. J'ai hoché la tête. Yep. Toujours à transformer des virgules en chèques de paie. Mara a fait son apparition peu après, se prélassant déjà dans l'énergie de la future mariée. Elle portait du blanc, évidemment, même si ce n'était pas encore le jour du mariage. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont illuminés, non pas de gentillesse, mais de malice. Ma cousine préférée, a-t-elle gazouillé en m'attirant dans ses bras. Regarde-toi. Toujours célibataire, toujours magnifique. On garde ton nom en lice pour le lancer du bouquet, évidemment. J'ai forcé un rire. J'avais toujours eu ce genre de relation avec Mara. Compétitive, pince en rire, pleine de tensions que ni l'une ni l'autre n'avions jamais reconnues. Elle était du genre à toujours avoir besoin de gagner, même dans les conversations de groupe familial. Derrière elle, Caleb, son fiancé, m'a adressé un petit sourire bienveillant. Caleb avait toujours été correct. Nous nous étions un jour découvert une haine commune pour les applications de planification de mariage. « Comment vas-tu » m'a-t-il demandé à voix basse alors que Mara s'éloignait. « Je vais bien. » Il a penché la tête. « Vraiment ?» J'ai haussé les épaules. « Assez bien. » Il n'a pas insisté. J'ai apprécié. Le dîner de répétition fut un enchaînement flou de cartons de table, de verres de vin remplis et de toasts maladroits. J'étais assise à la table des célibataires, bien sûr, à côté d'un type nommé Grant, qui prétendait que nous nous étions rencontrés, à l'époque, et a suggéré qu'on se retrouve plus tard. Ivy s'est penchée une fois pour me murmurer « On peut partir ensemble si ça devient bizarre ». C'était déjà bizarre. Être de retour avec ma famille élargie, c'était comme entrer dans un musée de celle que j'étais. Tout le monde me traitait encore comme si j'avais 25 ans et était follement amoureuse, comme si je n'avais pas vieilli, grandi, ou appris à me reconstruire après avoir été quitté. Ils étaient bien intentionnés, pour la plupart. Mais leur sympathie me collait à la peau comme un parfum, fort, poisseux, et pas tout à fait juste. Pourtant, j'ai souri. J'ai fait la conversation. J'ai passé la purée de pommes de terre et dit des choses comme « c'est tellement excitant ». Et « vous devez être ravis ». Quelle belle robe. J'ai fait ce pourquoi j'étais venu, survivre. Et puis, juste au moment où je pensais pouvoir me fondre discrètement dans le décor pour le reste de la soirée, Mara s'est levée et a dit la phrase qui a fait voler la soirée en éclats, comme une coupe de champagne qui tombe. Voici Saria, notre éternelle romantique, la célibataire qui n'a jamais vraiment tourné la page. C'est là que j'ai ri. C'est là que les gens ont gloussé. Et c'est là que Caleb a regardé vers le fond de la salle et a dit « Maintenant, mon meilleur ami Nico aimerait dire quelques mots. » Mon cœur a fait quelque chose d'étrange à ce moment-là. Pas tout à fait un bond, plutôt une secousse. Le genre de sursaut que votre corps fait quand vous réalisez que quelque chose d'important est sur le point de se produire et que vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. Je me suis retourné et je l'ai vu. Nico Vellan. Et soudain, je ne savais plus si je devais rester assise ou m'enfuir par la porte de derrière. Je n'avais pas vu Nicoan depuis 14 ans. Pas en personne, en tout cas. Une fois, il y a peut-être 6 ans, j'ai vu son nom apparaître sur la liste de mariage d'un ami commun. J'ai cliqué dessus, le cœur battant, mais ça n'a mené à rien. Pas de photos, pas de nouvelles, juste un nom sur une liste. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Et maintenant, il était là, en chair et en os, marchant vers l'avant de la salle avec un calme auquel je ne me fiais pas. Il n'était pas exactement comme dans mes souvenirs. Sa mâchoire était plus définie, sa carrure plus large. Ses cheveux étaient plus courts qu'avant, plus foncés aussi. Mais ses yeux, la façon dont il balayait la pièce et se posait sur les miens, ça n'avait pas changé. Nico n'était jamais censé être ici. Caleb ne l'avait jamais mentionné, pas une seule fois. Pas lors d'une réunion de famille, pas dans une seule identification Instagram. J'avais supposé qu'ils avaient perdu le contact. Ou peut-être que Caleb avait supposé que je ne viendrais pas et avait pensé qu'il n'y avait aucun mal à l'inviter. Nico a pris le micro du DJ et l'a tapoté une fois. « Bonsoir », a-t-il dit. Sa voix était basse, stable, un peu plus profonde que dans mes souvenirs. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Caleb m'a demandé de parler et quand Caleb demande, on dit oui, même quand ça vous terrifie. Quelques rires dans la foule. Je n'ai pas ri. J'étais figé. Pas effrayé exactement, mais sur le qui-vive,
Comme si quelque chose dans mon corps avait reconnu sa présence avant que mon cerveau ne puisse le traiter. Il ne m'a pas regardé à nouveau. Pas encore. Mais je savais qu'il le ferait. J'ai jeté un coup d'œil à Ivy, le front plissé. Elle s'est penchée et a murmuré. « Attends, c'est Nico ?» J'ai fait le plus petit des hochements de tête. Ses yeux se sont écarquillés. « Ce Nicolas. » J'ai de nouveau hoché la tête. Elle a articulé un seul mot. « Waouh !» J'ai essayé de me concentrer sur le discours. C'était assez simple. Nico a raconté quelques histoires drôles sur Caleb à l'université, a évoqué un doux souvenir du lycée, puis a levé son verre et a porté un toast aux amours éternels. Je sentais ma mère me regarder. Je ne me suis pas retourné pour le confirmer. Quand les applaudissements se sont tus et que Nico a rendu le micro, il m'a de nouveau regardé, cette fois directement. Une pause, délibérée, comme s'il testait le terrain. J'ai détourné le regard la première. Après les discours, les gens se sont dirigés vers la table des desserts. Les conversations ont repris, mais je suis resté à ma place, fixant ma part de gâteau intacte, me forçant à ne rien ressentir. Puis j'ai entendu sa voix derrière moi. « Salut !» Je me suis retourné. Il était là, plus proche que je ne l'avais prévu, tenant toujours sa coupe de champagne, me regardant toujours comme si j'étais quelqu'un dont il se souvenait. « Nico !» ai-je dit, et j'ai détesté la façon dont ma voix s'est brisée sur la deuxième syllabe. Il a souri faiblement. « Tu te souviens de moi ? Tu as porté un toast il y a 2 minutes. Ça aurait été difficile d'oublier. Toujours aussi vive à ce que je vois. » Je me suis levé, époussetant des miettes inexistantes de ma robe. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Le témoin de Caleb, a-t-il dit. « Ça fait des mois qu'on prépare ça. Tu ne pensais pas que je pourrais être là. Je ne pensais pas avoir l'occasion de te parler, honnêtement. » Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas de bonne réponse toute prête. Je n'étais pas sûr de ce que je voulais lui dire, à lui, à qui que ce soit. Ma tête tournait. Il a regardé autour de la pièce, puis de nouveau vers moi. « Tu es bien. Tu n'as pas le droit de dire ça. » Je sais. Une autre pause. « Tu as disparu, ai-je dit. Tu m'as embrassé, puis tu es parti à l'université et tu ne m'as plus jamais parlé. » Je sais, a-t-il répété. Ça fait longtemps que je veux t'expliquer ça. Eh bien, ton timing est pourri. Il a ri, mais ce n'était pas suffisant. C'était un rire calme, triste. Ouais, c'est vrai. Je ne me fiais pas à cette version de lui. Calme, réfléchi, présent. Il était impulsif et sauvage avant. Le genre de gars qui courait pieds nus sur les toits juste pour regarder le lever du soleil. Le genre de gars qui disait qu'il écrirait et qui ne le faisait pas. Il s'est approché un peu plus. Je ne suis pas là pour compliquer les choses. Je le jure. Mais je pensais ce que j'ai dit dans le discours. Certaines choses restent avec vous, même quand on pense qu'elles ne devraient pas. J'ai détourné le regard. Je ne suis plus celle que j'étais à l'époque. Je compte là-dessus. Je me suis excusé, j'avais besoin d'air. Je suis sorti dans la fraîcheur du soir. Le vignoble était illuminé de douces lumières jaunes. L'air sentait le jasmin et le vin au début de l'automne. Et pour la première fois de la soirée, je ne savais pas comment continuer à prétendre que j'allais bien. À l'intérieur, les gens riaient, dansaient, portaient des toasts à l'amour et aux secondes chances. Je me suis appuyé contre la balustrade et j'ai pris une profonde inspiration. Le passé venait de refaire irruption dans ma vie, portant un costume et disant la vérité, et je ne savais absolument pas quoi faire de tout ça. Je suis resté dehors plus longtemps que prévu. Le vignoble était silencieux sous un ciel marine, les étoiles commençaient à peine à apparaître. La musique de la salle de réception s'échappait par vagues douces, une vieille chanson d'Etta James flottant à travers les portes ouvertes. Je pouvais entendre des rires, le grattement des fourchettes sur les assiettes, le tintement occasionnel d'une coupe de champagne qu'on lève. J'aurais dû rentrer chez moi. C'était mon plan. Partir avant le gâteau, éviter les slows, envoyer un texto à Ivy pour lui dire que j'avais mal à la tête et m'éclipser sans que personne ne le remarque. C'était l'option sûre. Au lieu de ça, je suis resté là, agrippé à la balustrade, me posant une question impossible. Et si je ne fuyais pas, cette fois ? Derrière moi, la porte a grincé en s'ouvrant. « Ça va ?» Ivy est sortie, tenant 2 verres de vin. Elle m'en a tendu un et s'est appuyée sur la balustrade à côté de moi. « Je ne pleure pas, si c'est ce que tu es venu vérifier. » Elle a souri doucement. « Ce n'est pas ce que je suis venu vérifier. » Nous sommes restés là en silence pendant 1 minute. « Tu pourrais lui parler ?» a-t-elle dit. « Je l'ai déjà fait. »
Je veux dire, lui parler vraiment. J'ai pris une gorgée de vin. Tu te souviens de ce qu'il a fait? Je me souviens qu'il avait 19 ans, qu'il était effrayé et stupide. On l'était tous. Je me souviens aussi de la façon dont tu le regardais, Sarah. À l'époque, tu étais différente avec lui. Plus légère. Cette version de moi n'existe plus. Ivy a haussé un sourcil. Tu en es sûr? Je n'ai pas répondu, surtout parce que je ne l'étais pas. Elle m'a donné un coup d'épaule. Tu ne lui dois rien. Mais peut-être que tu te dois un peu d'honnêteté à toi-même. Quand elle est rentrée, je suis resté seul un moment de plus. J'ai pensé à la version de moi-même que j'étais quand Nico et moi étions presque quelque chose. C'était une seule nuit, un baiser qui aurait dû être suivi de 100 autres. Mais ensuite, il est parti et j'ai attendu. Et puis j'ai arrêté d'attendre et j'ai prétendu que ça m'était égal. Maintenant, il était là et il disait des choses que je n'aurais jamais pensé entendre. J'ai posé le verre et je me suis retourné vers le bâtiment. Je ne suis pas rentré par l'entrée principale. Je me suis glissé par le côté, en passant par le couloir du personnel, et je me suis retrouvé au bord de la salle, à moitié dans l'ombre, le cherchant du regard. Il était debout près de la cheminée, seul, les mains dans les poches, fixant les flammes comme s'il cherchait le courage de bouger. J'ai traversé la pièce et me suis arrêté à quelques mètres de lui. Tu as dit que tu voulais t'expliquer, ai-je dit. Il s'est tourné lentement. Il n'avait pas l'air surpris. C'est vrai, a-t-il dit. Si tu me le permets. Je t'écoute. Nico a pris une inspiration. Je suis parti à l'université et j'ai pensé à toi tous les jours après mon départ. J'avais ton numéro. J'ai même écrit ce que je voulais dire une douzaine de fois. Mais à chaque fois que j'allais appeler, je paniquais. Je n'avais jamais rien ressenti d'aussi réel auparavant. Je ne pensais pas le mériter. Ça ne rend pas ce que tu as fait acceptable. Je sais que non. Et maintenant, après tout ce temps, tu te pointes et tu fais un discours digne d'un film. Je n'avais pas prévu le discours, a-t-il dit. J'avais écrit autre chose, quelque chose de prudent. Mais ensuite je t'ai vu et tout ce que j'avais prévu m'a semblé creux. Il a fait une pause. Je n'essaie pas de réécrire le passé, Saria. Je veux juste arrêter de prétendre que ça ne signifiait rien. J'ai croisé les bras. Tu aurais pu me contacter il y a des années. Je sais, a-t-il dit. Et j'aurais aimé le faire, mais je suis là maintenant. Et s'il y a ne serait-ce qu'une chance que tu te sois demandé une seule fois ce que ça aurait pu être si j'étais resté, je devais dire quelque chose. Je l'ai étudié. Le léger tremblement nerveux dans sa posture, la sincérité dans sa voix, la partie de lui qui ressemblait au garçon dont je rêvais, et l'homme que je ne reconnaissais pas tout à fait. J'aurais pu le repousser. Je n'étais toujours pas sûr de vouloir lui pardonner, mais je n'étais pas prêt à tourner les talons non plus. D'accord, ai-je dit doucement. Tu as 10 minutes dehors, ensuite je rentre chez moi. Il n'a pas souri, mais quelque chose sur son visage s'est adouci, comme un soulagement. Je prends ces 10 minutes, a-t-il dit. Nous sommes sortis ensemble, passant devant les parents qui dansaient et les seconds verres de vin, et tante Cécilie nous montrant du doigt comme si elle avait prédit tout ça. Dehors, sous les lumières, nous nous sommes assis sur le banc près du chemin du vignoble, et pour la première fois en 14 ans, je me suis autorisé à écouter, non pas comme la fille qui l'avait laissé derrière, mais comme la femme qui voulait enfin savoir pourquoi. Nous nous sommes assis sur ce banc, tous les deux, sous des guirlandes lumineuses et un ciel épais d'étoiles. Ça sentait la vigne et la fumée de bois. Je pouvais encore entendre le faible pouls de la basse provenant de la piste de danse. Mais ici, le monde semblait plus calme, plus lent, réel. Nico ne s'est pas précipité dans son explication. Il s'est assis à côté de moi comme quelqu'un qui avait enfin cessé de fuir le passé, la culpabilité, peut-être même lui-même. Je ne suis pas parti parce que je ne ressentais rien, a-t-il dit. Je suis parti parce que je ressentais trop. Je n'ai pas répondu. Quand je t'ai embrassé cette nuit-là, je savais que c'était différent, a-t-il poursuivi. Je savais que si je restais, je ne pourrais me concentrer sur rien d'autre. Et ça m'a fait peur. J'étais un gamin, Saria. Je ne savais pas comment porter quelque chose d'aussi réel. Tu n'as même pas dit au revoir. Je sais, a-t-il dit, la voix basse. C'est la partie qui me hante. Je l'ai regardé alors. Vraiment regardé. Il n'essayait pas de me séduire pour revenir. Il ne me donnait pas une version de la vérité qui le ferait paraître bien. Il mettait tout sur la table, incertain de ce que j'en ferais. J'ai expiré. Je t'ai attendu, tu sais, pendant un certain temps. Je vérifiais mon téléphone tous les jours. Il a hoché la tête. Je ne mérite pas ton pardon. Non, ai-je dit. Tu ne le mérites pas.
Les mots flottaient entre nous, puis j'ai ajouté, mais peut-être que tu n'es pas là pour le pardon. Ses yeux ont rencontré les miens. Je suis là pour l'honnêteté, et peut-être, si j'ai de la chance, pour une seconde chance. Je n'étais pas prête à répondre à ça. Pas encore. Mais je ne me suis pas éloigné de lui. À l'intérieur, quelqu'un a tapé sur un verre. La musique s'est arrêtée. La foule s'est tue. C'était Caleb, debout avec un microphone. Avant de passer à la partie dansante de la soirée, je voudrais juste remercier tous ceux qui sont venus, en particulier mon témoin qui est mon ami depuis que nous avons 15 ans et qui avait apparemment quelques petites choses à ajouter. La foule a gloussé. Maintenant, contre toute tradition de mariage et peut-être quelques conseils de ma fiancée, Nico veut dire une dernière chose. Mon cœur a bondi. Nico s'est tourné vers moi. Ça ne te dérange pas? Je l'ai dévisagé. Tu es sérieux? Il s'est levé, a ajusté sa veste et a offert un sourire impuissant et tordu. Trop tard pour reculer maintenant. Il est entré, et je l'ai suivi. La salle bourdonnait, moitié curiosité, moitié anticipation. Nico a pris le micro de Caleb et s'est tenu sous les lumières tamisées avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Rebonjour, a-t-il commencé, balayant la pièce du regard. Certains d'entre vous me connaissent. La plupart d'entre vous probablement pas, mais je ne suis pas là pour parler de Caleb cette fois. Quelques murmures. Je veux parler de quelqu'un d'autre. Quelqu'un à qui je n'ai jamais pu dire au revoir. Quelqu'un que j'ai quitté en pensant que je faisais le bon choix, que je me protégeais, que j'évitais les complications. Mais ce que j'ai vraiment fait, c'est perdre la meilleure chose qui me soit jamais arrivée avant même qu'elle ait eu la chance de devenir réelle. Mes mains étaient engourdies. Mes joues brûlaient. Chaque personne s'est retournée pour me regarder. Il n'a pas dit mon nom. Pas encore. Mais je pouvais le sentir sur sa langue. Il y a ce mythe selon lequel le temps guérit tout. Que si on laisse quelque chose de côté assez longtemps, ça cesse de faire mal. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, ça reste juste là, tranquillement, à attendre. Et quand on y fait enfin face, on se rend compte que ça n'a jamais cessé d'importer. Il a jeté un regard à travers la pièce, nos yeux se sont croisés. Je ne veux plus être le type qui fuit, a-t-il dit. Ni l'amour, ni les regrets, ni les personnes que j'ai blessées. Et si la personne dont je parle m'entend en ce moment, je veux qu'elle le sache. Elle m'a changé. Et je suis ici ce soir parce que je veux une seconde chance. Même si tout ce que j'obtiens est une conversation, je la prendrai. Silence. Pas de rire gêné, pas de bavardage nerveux, juste une salle entière retenant son souffle. Tante Cécilie a laissé tomber sa fourchette. Ivy s'est penchée en avant, stupéfaite. La bouche de Mara était légèrement entr'ouverte. Et moi? Je suis resté là, clignant des yeux, respirant, complètement prise au dépourvu par la tempête d'émotions en moi. Colère, espoir, peur, désir, tout s'entrechoquant comme des vagues. Nico a rendu le micro, est descendu de l'estrade et n'a regardé personne d'autre que moi. Alors qu'il marchait vers moi, mon cœur battait si fort que j'étais sûr que les gens pouvaient l'entendre. Mais je n'ai pas bougé, ni pour m'éloigner, ni pour m'approcher. Je suis juste resté. Et quand il m'a rejointe, il s'est arrêté. Je le pensais, a-t-il dit doucement. Pouh. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme la femme qui avait été abandonnée. Je me sentais comme la personne pour qui quelqu'un était enfin prêt à se battre. Nous ne nous sommes pas embrassés. Pas cette nuit-là. Après son discours, après que tous les regards dans la salle se soient tournés vers moi et que les chuchotements aient enflé comme une marée autour de nous, je ne suis pas tombé dans ses bras ni n'ai jeté la prudence aux orties. Ce n'est pas comme ça que la vraie vie fonctionne. Au lieu de cela, j'ai marché avec lui dans le vignoble, loin du bruit, loin des regards. Nous nous sommes assis sur un muret en pierre sous une guirlande de lumière oscillante, et je lui ai demandé tout ce que j'avais porté pendant plus d'une décennie. Pourquoi n'as-tu pas essayé plus fort? Pourquoi maintenant? Comment puis-je savoir que ce n'est pas juste de la nostalgie en smoking? Et à son crédit, Nico a répondu à tout, calmement, honnêtement, sans broncher. Il m'a parlé des années qu'il a passées à se distraire, des emplois, des relations courtes, des villes qui ne se sont jamais senties comme un foyer. Il m'a parlé de la thérapie, des regrets, de la nuit où il a de nouveau croisé Caleb à une conférence et a vu mon nom sur une photo de groupe familial sur son téléphone. Il m'a dit qu'il avait eu peur pendant des années que je le déteste. Mais ce qui l'effrayait encore plus, c'était l'idée que je ne pensais plus du tout à lui. Il n'a rien demandé en retour, pas même le pardon, juste l'espace pour parler, pour assumer. Et dans cet espace, quelque chose a changé. Je n'ai pas abandonné ma douleur cette nuit-là.
Elle avait été cousue en moi lentement au fil du temps, et la guérison ne serait pas différente. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je n'avais pas à la porter seule. Nous avons parlé pendant plus d'une heure jusqu'à ce que la musique s'estompe et que les lumières s'éteignent une par une. Puis il m'a raccompagné à ma voiture et a dit « Je n'attends rien, mais si jamais tu veux voir à quoi cela pourrait ressembler maintenant, pas qui nous étions, mais qui nous sommes, je serai dans les parages. » J'ai hoché la tête. On verra. C'était tout. Pas de grand final, pas de baiser cinématographique sous les étoiles, mais c'était quelque chose. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un colis par la poste, sans adresse de retour, juste mon nom écrit de sa main. À l'intérieur se trouvait un exemplaire du Petit Prince, notre livre préféré du lycée, celui que nous citions sans cesse pendant les heures d'études. À l'intérieur, sur la première page, il avait écrit « L'essentiel est invisible pour les yeux. Et parfois, il faut grandir pour comprendre ce que l'on ressentait quand on était jeune. » Nico. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Nous nous sommes vus pour un café la semaine suivante, puis à nouveau pour une promenade. Sans attente, juste la lente redécouverte de quelque chose qui n'avait jamais vraiment disparu, seulement mis en pause. Au vrai mariage de Mara, 2 mois plus tard, elle a pris soin de ne pas m'appeler la célibataire. Elle n'en avait pas besoin. Je pense que ma présence en disait assez. J'ai amené Nico avec moi. Pas comme une déclaration, pas comme une vengeance, juste comme quelqu'un qui avait gagné le droit d'être là. Ma mère n'a rien dit au début, mais après le dessert, elle s'est penchée et a dit « Il a l'air différent. » Il l'est, ai-je répondu. Moi aussi. Et Ivy, elle m'a juste fait un clin d'œil de l'autre côté de la salle. Cette histoire n'est pas un conte de fées. Il ne s'agit pas d'une fille qui a attendu des années et qui a finalement eu son prince. Il s'agit de quelqu'un qui a souffert, qui a guéri et qui a laissé le passé frapper à sa porte, mais seulement après avoir appris à se tenir dans sa propre vérité d'abord. Nico n'était pas la fin que je cherchais. Il était le début que je ne savais pas que je méritais. Et alors que j'étais assise à ce mariage, avec les rires tout autour de moi et une main chaude reposant légèrement sur la mienne, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas échoué à tourner la page. J'avais juste attendu d'avancer selon mes propres termes, à mon propre rythme, quand cela m'a enfin semblé juste. Parce que l'amour n'est pas toujours une question de timing. Parfois, c'est une question de courage, et cette fois, j'avais les deux. Voilà donc ce qui s'est passé au mariage. Je suis arrivé en m'attendant à n'être qu'un autre nom sur un plan de table, d'une manière ou d'une autre, je suis reparti avec une porte ouverte sur quelque chose que je croyais disparu depuis longtemps. Peut-être que vous avez vécu ça aussi. Étiqueté, rejeté, on vous a dit que vous n'aviez pas tourné la page assez vite. Peut-être que quelqu'un a écrit votre histoire avant même que vous ayez eu la chance de la vivre. Si c'est votre cas, j'espère que cela vous a rappelé que votre histoire ne se termine pas quand quelqu'un s'en va. Parfois, elle ne fait que commencer. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé un moment, une personne, ou même juste une partie de vous-même, merci de laisser un « j'aime » pour que plus de gens puissent la trouver. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peut-être un ami qui est coincé dans le passé, ou quelqu'un qui se demande si les secondes chances existent vraiment. Et j'adorerais avoir votre avis dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à ma place? Seriez-vous parti ou auriez-vous écouté? Enfin, si des histoires comme celle-ci vous parlent, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Nous avons d'autres histoires de la vie réelle, des moments compliqués et des rebondissements inattendus à venir. Activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'avoir regardé et de faire partie de tout ça. On se voit dans la prochaine.